Aujourd'hui, nous abordons donc un autre royaume très puissant en Afrique au Moyen Âge, qui est le royaume Congo. Alors, le royaume Congo est géographiquement situé en Afrique centrale. En fait, la géographie du royaume Congo, c'est autour de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la République démocratique du Congo, en fait, au sud ouest de la RDC, au nord ouest de l'Angola et au sud est du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est cette partie, c'est cette géographie qui constituait le royaume Congo. On parle bien du peuple Congo et de l'ancien royaume Congo qui s'écrit avec un K et qui donc s'étendait de... Qui s'étendait donc avait un noyau dur donc on est en RDC Congo, hein, mais en fait ils font partie d'un autre grand groupe qui sont les Bantous. Et les Bantous qui partent donc du Cameroun, la frontière du Nigeria, hein, jusqu'en Angola. Alors philosophiquement parlant, ils ont une identité commune, hein, donc au niveau de l'approche du monde, de l'univers, de la mythologie. Ils ont aussi au niveau, je dirais, de la syntaxe, hein, le préfixe ba veut dire les, donc en réalité on dit des Bas-Congo, hein, Congo étant singulier, ouais. Bateau, ça veut dire les hommes. Et on ceci de particulier que pas mal de ces sociétés sont matrilinéaires, c'est-à-dire que l'héritage passe par les femmes. Maintenant, il y a eu le royaume lui-même qui a été, je dirais, à la rencontre avec les Portugais, qui a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, au niveau de l'évolution peut-être des sociétés, sur le plan politique, de la rencontre Afrique-Europe. Et là, ça a été vraiment le noyau, hein, je dirais, de l'implantation de ces Portugais, d'une rencontre et aussi de drame. Hein, car le roi se trouvait au centre du royaume et les Portugais arrivent sur la mer. Avant qu'il voit les Européens, il entend parler d'eux. Il sait déjà qu'il y a des relations commerciales et il va y avoir après, je dirais, une évolution peut-être vers le bien, vers le mal, je sais pas, hein, de la société Congo qui va être complètement déstructurée après, hein, et pour finir au niveau de l'esclavage, car il y aura, on dira bien plus tard qu'il y aura deux groupes, le groupe, je dirais, d'Afrique de l'Ouest avec les Yoruba et les peuples bantous qui viennent, en fin de compte, énormément du royaume Congo. Donc là, on peut dire qu'il y a une profondeur historique qui partira du 15e siècle. À partir de 1482, à l'embouchure du fleuve Congo. Du fleuve Congo, il y a une île qui est là, qui s'appelle Boulambemba. Et cette île n'avait pas attiré l'attention des explorateurs. Mais déjà en 82, Diego Cao avait fait connaissance de la région. Diego Cao, qui était donc un navigateur portugais, c'est ça? Effectivement, un navigateur portugais qui partait à la recherche de la route des Indes. Et quand il est revenu pour la deuxième fois au Congo en 1485, cette fois-ci, il a décidé d'entrer dans ces fleuves qu'il ne connaissait pas les noms. Et c'est là qu'il a demandé aux autochtones, donc les Bas-Congo qui étaient là, le nom du fleuve en question. Quand le bateau arrivait pour entrer dans le fleuve Congo, il y avait une curiosité aussi parce qu'ils pensaient que c'était un grand oiseau qui arrivait de loin sur la mer. Mais il y avait cette collision de deux cultures qui se rencontrent et la conversation ou le langage s'est passé par des gestes mimiques. Le fait de montrer les doigts pour connaître le nom du fleuve et les autochtones les ont répondu. Cette eau s'appelle Nzadi. Et Diego a écrit sur ses notes, ces fleuves s'appellent Zaïre. Parce que là, sans le savoir, Diego Cao arrivait dans une partie de l'Afrique qui était bien organisée. Ils avaient des provinces, ils avaient des gouverneurs, ils avaient des vassals, ils avaient tout. Ils avaient des clans, des tribus, tout était hiérarchisé jusqu'au roi qui était le Manikongo. La rencontre se passe pas si mal au tout début, donc Diego Cao est accueilli, il y a une bulle, vous écrivez, entre les deux peuples étrangers, les échanges se font dans le calme, sans crainte ni tension. Les Africains accueillent les nouveaux arrivants amicalement dans leur tribu. Les piroguiers dirigent le canot de Diego Cao, qui descend de son navire, et ses compagnons vers le lieu de débarquement, donc qui sera à Soyo. Vous parliez des Congolais, en fait, Soyo se trouve
aujourd'hui de l'autre côté de la frontière en Angola. Et là, déjà, on va commencer à rentrer dans la dislocation des royaumes du Congo. Et dans le groupe de ceux qui ont débarqué, il y a eu 3 jésuites. Et ces jésuites avaient une mission d'évangéliser. Et donc, c'était aussi la mission importante des Portugais à l'époque. Ils prenaient possession des terres et après, il fallait évangéliser. Et dans cette période, il y avait déjà 7 siècles de traite arabe de l'autre côté de l'Afrique. Donc, au nord-est de l'Afrique, les Arabes faisaient déjà des razzias. Et donc, il y avait déjà l'islam qui avait déjà pris place dans cette Afrique. Et donc, le christianisme, il fallait qu'il prenne une partie de l'Afrique afin de les évangéliser. Et donc, ces jésuites, ces 3 jésuites, qui étaient les premiers à arriver sur place sur le sol Congo, eux avaient décidé d'aller rencontrer les Mani-Congo, donc le Mfumu en Banza-Congo. Et puis après, j'ai l'impression, en tournant les pages de votre ouvrage, ça va assez vite mal se passer pour un certain nombre d'habitants de Soyo qui vont être embarqués dans des cales par Diego Cao. Diego retourne à l'embouchure du fleuve Congo. Et il est parti voir ceux qui étaient restés sur le bateau. Ils ont dit, mais on a des courriers en face qui nous regardent depuis longtemps. Et c'est comme ça que Diego, il va dire, tiens, on les fait monter dans... Et puis l'idée de faire les captures, si on prenait ces gens pour les amener dans les îles portugaises, l'Europe avait la connaissance de la canne à sucre depuis 1295. Et ces cannes étaient produites, en l'occurrence, dans des îles comme Madère, les Açores, le Cap-Vert. La canne demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, ces main-d'œuvre, Diego, il a dit, tiens, si on pourrait les prendre pour les ramener et travailler comme main-d'œuvre, et d'autres personnes les présenter au roi du Portugal comme preuve que nous avons franchi la ligne de l'équateur. Et donc, c'était une sorte de piège où il y avait plus de 5 à 600 personnes qui sont venues par curiosité. Pendant des jours et des jours, ils montaient dans le bateau, ils ne descendaient pas, des enfants, des femmes. Alors, il a pris les précautions de mettre tous ceux qui ont été capturés, donc on les voit bien dans la BD, dans les soutes, plus de 4 à 500 personnes, mais dans des conditions abominables. En tout cas, là, on les voit à fond de cale, enchaînés. Oui. Certains veulent se suicider, ils se jettent par-dessus pont. Oui. Certaines femmes sont violées, vous racontez de viols aussi. C'était des choses qui n'étaient pas isolées. C'est d'ailleurs en 1482 que Diego Cao, un explorateur portugais, aborde l'embouchure du fleuve Congo. Les Portugais entrent progressivement en contact avec les chefferies, apportent avec eux des missionnaires. En 1491, le roi Ndinga Nkuvu est même baptisé sous le nom de Jean Ier. Je vous invite à lire le livre de Pigafetta, Le Congo et ses alentours. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie. Et pas avec des vers de soie. C'était, en tout cas, à leur arrivée, le royaume du Congo était puissamment organisé sur le plan politique, sur le plan de l'intégration économique. Jean de Sondé, vous intéressez beaucoup aux traces de la culture Congo en Amérique et dans les Caraïbes en particulier. Alors, je suis historien, j'ai travaillé sur le Congo précolonial, essentiellement sur les contacts culturels entre populations de Congo et européens. Donc, sur les contacts, on va dire, précoloniaux, compris entre la région actuelle de Pointe-Noire, en pays Vili, et la région actuelle de Luanda, en pays Mbundu. Lorsque les Portugais sont arrivés à la fin du XVe siècle dans la région, le premier Portugais arrivé là-bas, c'est Diego Cao en 1485. Oui. Ils arrivent donc dans un pays qui est divers de par les peuples, mais peut-être unifié sur le plan linguistique, la langue kikongo, c'est bien ça ? Disons que historiquement, d'après les sources dont on dispose, on peut affirmer avec certitude que à une certaine époque, peut-être pas au moment où les Européens arrivent, mais à une certaine époque, peut-être 1 ou 2 siècles avant, toute la région comprise entre le pays Vili, la région de Pointe-Noire, et le pays Mbundu est sous le contrôle politique, ou du moins reconnaît l'autorité du Mbanza Congo, du Mani Congo, du Congo.
À l'époque, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'unité culturelle de tous ces peuples? Qu'est-ce qui fait l'unité de la culture Congo finalement? La première unité, c'est la langue. C'est-à-dire que la langue Congo, que ce soit chez les Vili, ou chez les Congos d'Angola, ou au Congo-Brazzaville, ou en République démocratique du Congo, les peuples qui parlent des variantes régionales ont un fond lexical commun de facilement 80%. Et au-delà de la langue, les fondements de la société sont les mêmes. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui ont la même conception de la famille, le Kanda, qui ont la même conception du monde, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont créé des structures politiques élargies. Les Congos ont créé des structures politiques qui sont allées au-delà du lignage. Ils ont réussi à regrouper des lignages, à regrouper des villages, et donc cette tradition politique, cette mémoire politique est restée chez les Congos. Par exemple, dans le fonctionnement quotidien, quand des Congos doivent régler une question qui concerne leur famille ou un groupe de famille, ils se réunissent systématiquement. Et donc, ils créent une espèce d'assemblée qui délibère, au cours de laquelle on règle donc les problèmes essentiels. Donc, il y a une capacité spécifique chez les peuples Congo à fédérer politiquement et à créer des entités politiques autonomes. C'est une tradition politique. C'est-à-dire que la société civile, par exemple, l'exercice de la démocratie, l'exercice du débat démocratique, c'est un apprentissage. Et il se trouve que par leur histoire, au cours des siècles, les Congos ont toujours exercé cette capacité-là. Vous voyez? Alors, donc, ils découvrent la capitale de ce royaume qui était composé de 6 grandes provinces. Et les 6 grandes provinces sont le Soyo, le Pangou, le Pemba, le Mbata, le Mbamba et le Ntsundi. Voilà ces 6 provinces qui font l'armature, qui font la quintessence même du royaume Congo, mais autour desquels, évidemment, il y avait aussi des royaumes vassals. Vous vous rappelez quand on abordait les autres royaumes? Il y a toujours des royaumes vassals. Et on verra que le royaume, à la fin, le royaume du Congo aussi va devenir un royaume vassal vis-à-vis du Portugal. Parce que les Portugais auront exercé une influence avec la force des armes et tout cela, ont exercé une influence sur le royaume Congo jusqu'à finalement sa déchéance. Et plaisant, et les Portugais ont régné en maître dans le royaume du Congo. Avec Sao Tomé, l'île de Sao Tomé, constituée comme un port d'esclaves. C'est là, évidemment, qu'on allait, n'est-ce pas, ramasser les esclaves à l'intérieur des terres, on les regroupait là pour les envoyer, n'est-ce pas, aux Amériques. Donc, le roi Congo, donc le moine Congo, écrit une lettre qui est disponible, qui a été trouvée dans les archives, je vous ai dit, je vous donne les sources. Il écrit cette lettre, elle est datée du 6 juillet 1526. Il envoie à son frère, il appelait son frère Dom João III, roi du Portugal. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Chaque jour, les marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est dépeuplée. Pour éviter cet abus, nous n'avons besoin en ce royaume que de prêtres et quelques personnes pour enseigner dans les écoles, et non de marchandises, si ce n'est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. Son frère en Christ. Et qu'est-ce qui finit? Comment ça se termine? C'est notre volonté que ce royaume ne soit un lieu de traite ni de transit d'esclaves. Prendre le pouvoir. Vous avez parlé aussi dans ce livre, vraiment, les lumières noires de l'humanité. Parmi ces lumières, il y a des femmes. Hein. Par exemple, cette reine d'Angola qui s'est battue contre la traite négrière. Oui, hein. Anjinga. On a parlé que des hommes, mais les femmes aussi. Anjinga est originaire d'Angola, qui est sur la couverture de ce livre-là. Et c'est à dessein, ainsi que Mme C.J. Walker. Anjinga, donc, qui est en fait le premier homme d'État africain à avoir pensé une stratégie contre la traite négrière. Parce qu'elle a vécu de 1581 à 1663. Elle s'est d'abord opposée aux négriers portugais. Elle a joué les Portugais contre les Hollandais. Et puis elle avait décidé que son royaume, le royaume de Matamba, qui couvre pour l'essentiel l'Angola d'aujourd'hui, parce que l'Angola a des parties donc, qui touchaient le Congo, Brazzaville et le Congo Léopoldville, que tout esclave qui s'échappait et qui rentrait dans son royaume devenait un homme libre. N'est-ce pas? Et dans le quartier de Kinachichi, donc à Luanda, quand j'ai été à Luanda en août 2004, j'ai été donc
m'incliner devant sa statue. C'est une grande héroïne africaine, n'est-ce pas, une grande combattante contre la traite négrière. Et une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afrique. Sa décision a eu des conséquences attendues. Ça a quand même servi à quelque chose. Elle a pu, tout autant qu'elle était vivante, préserver donc l'indépendance de son royaume. Et en faire un asile pour donc les esclaves qui fuyaient, les négriers donc, des pays voisins, mais en jouant intelligemment des contradictions entre les négriers portugais et les négriers hollandais. Cette histoire des comptoirs en Afrique, elle est concomitante de l'histoire des grandes découvertes. Donc on l'oublie très très souvent parce que enfant, on a appris cette histoire de Christophe Colomb, Vasco da Gama. On a oublié qu'il y avait l'envers de cette histoire. Cette histoire-là, il fallait la financer, ces grandes aventures. Donc elle s'est financée avec des comptoirs de commerce. Bien sûr, on achetait de l'or, on troquait plutôt de l'or. On parlait de troc à l'époque. On troquait du sel, du poivre et de la marchandise humaine. Donc des esclaves que dans un premier temps on a surtout amenés en Europe. Alors pourquoi en Europe? Parce qu'on était déjà dans des sociétés d'Europe du Sud où la captivité était un phénomène marquant. Alors c'était les Turcs qu'on capturait en Méditerranée, c'était les musulmans que les chrétiens capturaient, ou c'était aussi les chrétiens qui étaient esclaves au Maroc. Donc c'était toute une histoire déjà d'un commerce de l'humain. Et donc les Européens, en arrivant sur les côtes d'Afrique, vont s'inscrire ou vont développer ce commerce avec une ampleur qui va être inconnue, puisque sur la période, c'est 12 millions d'esclaves africains qui ont traversé l'Atlantique vers les Amériques et 1 million vers l'Europe. Donc on est dans un phénomène de masse. Quelle est-elle, cette période? C'est la période qui commence au XVe siècle. Donc les premiers comptoirs portugais, c'est 1440. Donc, 50 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Alors, la traite, qui va se poursuivre par une traite illégale, finit à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est une histoire très récente. Et au Brésil, il y a encore des gens qui ont connu des ancêtres esclaves. Justement, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on est là dans la grande période de la traite à Nantes, Antonio de Almeida Mendes. Alors, quand on parle de la traite atlantique, donc c'est 5 siècles de traite, mais là, 80% des esclaves qui ont été transportés sur un demi-siècle au XVIIIe siècle, entre les années 1740 et la fin du XVIIIe siècle. Donc il faut se rendre compte que c'est une institution qui était une institution alors même médiévale, où il y avait déjà des esclaves dans la Rome antique, donc il ne faut pas l'oublier. Mais la traite, en tout cas l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ces esclaves enchaînés à fond de cale, cette image dramatique, cette image inhumaine, c'est-à-dire que on a dû s'arrêter parce qu'on était arrivé au bout de l'humanité, ou de l'inhumanité. Au XVIIIe siècle, c'est une histoire qui a duré 60 ans. Le Brésil semble avoir une place importante, en tout cas. Et le Brésil, évidemment, c'est un pays très 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 peuplé aujourd'hui. Donc probablement beaucoup d'esclaves y ont débarqué, c'est ça? Voilà, donc le Brésil est aujourd'hui donc un pays qu'on a pour habitude de décrire comme multiculturel. C'est même le paradigme de la société métisse. C'est cette image qu'on a de cette société brésilienne qui a su assembler toutes ces cultures venues d'Afrique, venues du Portugal. Alors en fait, voilà, il y avait au Brésil des sociétés indiennes qui étaient présentes, quelques Européens, et donc ça a surtout été un espace, donc un vaste espace amazonien qui était peuplé directement à partir de l'Afrique centrale, beaucoup de population Congo. Pourquoi population Congo? Parce que bien sûr c'était au XVIIe siècle qui est la période de développement économique du Brésil, avec cette plantation aussi sucrière. Donc les puissances européennes étaient installées dans le golfe de Guinée. Et donc il va y avoir le même commerce de droiture. Alors là, cette fois-ci, pas entre l'Europe et les Caraïbes, Saint-Domingue, mais là, directement entre l'Afrique centrale, tous ces comptoirs d'Afrique centrale, et le Brésil. Et un commerce pratiqué en grande partie par ceux qu'on appelait des luso-brésiliens. C'est-à-dire généralement deuxième ou troisième génération d'esclaves qui eux-mêmes alors se sont intégrés dans ce commerce, alors qu'il faut dire, alors peut-être que ça peut paraître choquant aujourd'hui, qui était un commerce à l'époque totalement légal. C'est pour ça qu'on a des livres de comptes, les gens ne se cachaient pas. C'était une économie comme une autre, dont on n'avait pas honte, et un commerce légitime, alors là, légitimé du point de vue religieux, du point de vue très très vite aussi racial, par la supériorité de l'homme blanc. Donc l'homme blanc, alors légal, c'était l'économie, la rentabilité rendait ce commerce légal, il fallait de la main-d'œuvre, et la seule main-d'œuvre qu'on pouvait trouver bon marché, c'était des esclaves africains, et légitime, parce qu'à bout d'un moment, il fallait pouvoir légitimer que seuls les Africains pouvaient être esclaves. Et donc au Brésil, sur les quelques millions, je pense, vous avez parlé de 12 millions en tout sur les Amériques. Le Brésil, c'est la moitié.
D'accord, donc 6 millions d'esclaves arrivent au Brésil vers le XVIIIe siècle environ. Oui. Et combien en provenance de l'Afrique centrale à peu près? En provenance de l'Afrique centrale, voilà, entre 70 et 80%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quelque chose alors qui s'est mis en place très très vite par la proximité entre les deux espaces. Donc on est entre l'Afrique centrale et le Brésil, alors il suffit de traverser en ligne horizontale, et donc les routes se mettent en place très très vite. Et puis en arrivant vers l'Afrique centrale, alors ne parlons même pas du royaume du Congo. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, ces populations ont littéralement permis aux afro-descendants, par suite du processus de la traite négrière, de résister également dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que ce sont des Congolais qui ont fait la fameuse révolution au Brésil, qu'on appelle la République de Palmarès. C'est un Congolais qui était à la tête de cette résistance-là. Nous sommes au XVIIe siècle, donc c'est bien avant Haïti. Donc on ne peut pas non plus comprendre l'histoire de la diaspora si on ne saisit pas cette continuité historique de l'Afrique avec ses descendants partout dans le monde. C'est une réalité qui est quasiment certaine en histoire. Les Congos constituent les premiers contingents des captifs arrivés au Brésil et dans toute l'Amérique espagnole, jusqu'au Mexique. Dans presque tous les pays d'Amérique du Sud, il existe des traces. Alors les traces les plus connues, ce sont les traces qu'on retrouve au Brésil dans le candomblé brésilien, qu'on retrouve dans le vaudou haïtien ou qu'on retrouve dans la santeria cubaine. Ce sont dans les cultes afro-américains, afro-caribéens qu'on retrouve le plus de traces. Le tambour d'origine cubaine, la conga cubaine, c'est l'évolution directe du tambour ngoma des Congos. On retrouve aussi un tambour équivalent dans la région de Bahia au Brésil. D'ailleurs, rien que le nom conga, de ce tambour utilisé pour la rumba, suggère quand même fortement l'origine Congo. Voilà, exactement. Le nom conga, c'est une danse, c'est une musique, ça veut dire la congolaise, quoi. Et c'est Congo au féminin, en fait. Donc, mais au-delà de la musique, à Cuba, il y a énormément de survivances, de toutes sortes, linguistiques, musicales, religieuses. Bon, je n'ai pas pu le vérifier, mais on m'a même dit que dans certaines régions du Cuba, dans une région en particulier, il existe encore des personnes qui peuvent parler kikongo. Là, on est en train de parler d'esclaves marchandises, mais ce sont des êtres humains qui, donc très souvent, se sont aussi révoltés à bord des navires. Alors, ils ont opposé de la résistance lors de l'embarquement. Les révoltes sont extrêmement fréquentes. Les résistances aussi, en arrivant au Brésil ou aux Amériques, sont aussi très fréquentes. Alors, résistance au processus d'acculturation, parce que qui dit esclave dans les sociétés brésiliennes dit tout un processus d'acculturation par la christianisation, par l'enseignement de la langue portugaise. Donc on a beaucoup de cas alors de résistance parce qu'on continue à pratiquer la langue du village, on continue à transmettre sa culture à ses enfants. On a mis en place alors des manières détournées. Ça a été alors les religions syncrétiques telles que le vaudou, tel que le candomblé, c'est-à-dire de faire vivre l'héritage africain. Et donc aujourd'hui, et ça c'est en grande partie les historiens occidentaux, après avoir effacé totalement cette part d'héritage africain dans les cultures latines, dans les cultures américaines, on redécouvre que l'Afrique est là présente, que ces cultures ont traversé, c'est une grande partie alors de l'alimentation brésilienne et d'origine africaine et d'Afrique centrale en grande partie, et que la religion africaine et que la culture, les héritages sont présents. Donc on avait des êtres qui traversaient avec leur culture. Le fait d'être passé par cette phase horrible de transformation en marchandise alors, a marqué leur vie, mais en même temps ils ont su alors, reconstruire quelque chose, parce qu'ils étaient obligés. La musique peut-être aussi, non? Oui, la rumba qu'on trouve de part et d'autre de l'Atlantique, au Congo, à Cuba, des percussions, les congas peut-être ou... Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des manières là, aussi de faire vivre une culture, mais de résister face au maître. Alors on se retrouvait dans un système de plantation avec le fouet qui était là du colon. C'est une manière de parler sans que le maître blanc puisse comprendre. C'était une manière aussi de faire vivre son héritage, et on avait des lois qui interdisaient parfois de pratiquer en tout cas ces langues africaines, mais on passait ces lois-là. Cette culture a été vivace, et en grande partie le Brésil aujourd'hui est héritier de cette culture d'Afrique centrale. Donc il ne faut pas oublier que la résistance, c'est pas juste fuir, c'est aussi, quand on est obligé d'être sur place, faire vivre sa culture, et ça c'est quelque chose alors qui passe les siècles. Mémoire d'un continent, Elikam Bokolo.
29 octobre 1665, la bataille d'Ambwila. Une bataille terrible, c'est peut-être la première guerre entre un État africain, le royaume de Congo, et un État européen, l'État et le royaume du Portugal. C'est sans doute aussi la bataille la plus meurtrière. Voyez les chiffres du côté des Congos, 5000 sujets ordinaires, 1400 nobles et le roi du Congo lui-même, Dom Antonio, c'est-à-dire l'aristocratie du pays décapitée et le pays lui-même meurtri durablement. Du côté des Portugais, qui n'avaient affiché que 360 personnes, presque pas de morts, tant ils étaient armés. Professeur Pamphile Mabia Lamantouba, vous êtes professeur d'histoire à l'université de Kinshasa où vous dirigez aussi le département d'histoire. Nous sommes ici, le lieu où a eu la bataille, où ont lieu les batailles d'Ambwila. Nous avons visité ces différents lieux où il y a eu visiblement pas une bataille mais une succession de batailles. On parle beaucoup de lieux de mémoire. Que pensez-vous qu'on peut faire pour que ce lieu devienne un lieu de mémoire et pourquoi doit-on le faire ? Pour quelle raison? Parce que d'abord, c'est Ambwila, la bataille de 1665, est une bataille qui pose le problème des relations entre l'Europe et l'Afrique. Et Ambwila témoigne du fait que c'est un lieu de mémoire important parce que l'histoire se joue ici, c'est l'histoire de la longue durée qui commence ici, l'histoire des relations de l'Europe avec l'Afrique qui sont souvent des relations basées sur la lutte d'intérêts. Et ici, la guerre a été livrée au nom de la prise de possession par les Portugais des ressources minières, qui à l'époque le cuivre et le fer. Et donc, il y a eu bataille et les Africains, depuis toujours, n'ont jamais été des acteurs historiques passifs, mais plutôt des acteurs historiques qui ont voulu chaque fois, à l'arrivée des étrangers, défendre leur terroir, défendre la terre de leurs ancêtres et aussi défendre leurs richesses. Après avoir gagné la bataille, les Portugais ont installé en ce lieu le bureau de leur administration. Le roi a été décapité et les Portugais ont installé ici un lieu pour l'administration. En face, un hôpital. Le site d'Ambwila, évidemment, a une importance stratégique tout à fait décisive. Une fois la bataille terminée et le royaume du Congo décapité, les Portugais ont contrôlé le territoire de manière à éviter toute velléité d'insurrection ou de révolte. Un Congo qui ne peut pas exercer sa liberté de parole, sa capacité de débat, c'est un Congo frustré. Là aussi, grande particularité des Congos, la résistance ne se traduit pas forcément de manière matérielle. La première résistance, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, au cours des 5 derniers siècles, on peut trouver énormément d'exemples de créations spirituelles, magiques, qui traduisent cette capacité de résistance. C'est-à-dire que face à un dysfonctionnement du monde, les sociétés Congo ont toujours été capables de créer des procédures, des outils d'adaptation, en tout cas des outils d'explication. Donc, par exemple, au XVIIe siècle, il y avait la secte des Antonins, avec Kimpavita. C'était un mouvement, un mouvement syncrétique qui associait donc des éléments chrétiens et des éléments Congo, et qui, pour faire simple, qui renversait un peu la logique chrétienne, c'est-à-dire que au lieu que les saints soient blancs et que la hiérarchie soit blanche, là, c'était les Congos qui étaient au centre du dogme, avec une appropriation de la logique du discours du peuple élu. Donc, au lieu que le peuple élu soit les Hébreux, là, c'était les Congos. On retrouve d'ailleurs ce discours-là dans des mouvements religieux actuels en RDC, au Congo-Brazzaville. Est-ce que la figure de Simon Kimbangu fait partie de ces mouvements aussi qui remettaient, comme vous l'avez dit, le peuple Congo au centre de l'espérance, du messianisme chrétien ou autre? Oui, parce que Simon Kimbangu, c'est un lettré aussi quand même, un catéchiste. D'ailleurs, beaucoup de prophètes syncrétiques Congo ont souvent été des catéchistes. Et même, d'une certaine manière, le mouvement matsouaniste, avant la Deuxième Guerre, c'est un mouvement qui puise un peu dans le même discours, dans les mêmes notions, les mêmes ingrédients spirituels. À partir du XVIIe siècle, la région devient un centre important de la traite des Noirs. Les commerçants français, eux aussi, s'intéressent à ces territoires
étant également trafiquant d'esclaves et d'ivoire. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, le Portugal fonde sur les côtes africaines des comptoirs qui deviendront les villes de Luanda et Benguela, puis des points de départ pour la traite d'esclaves vers le continent américain et les Caraïbes. Nous allons parler donc de Timpavita en images. Nous allons voir une photo et sommairement, je vais vous brosser un portrait que mes invités vont étayer tout à l'heure. Alors, tout commence en août 1704. Une jeune fille de 20 ans, nommée Timpavita, se lance dans une grande campagne de prédication à travers ce qui était alors l'Empire, le Royaume du Congo. Depuis plus de 200 ans, déjà, le pays commerçait avec le Portugal. Tout commence au début, au commencement de cette arrivée portugaise, c'était en 1482, lorsqu'un navigateur portugais nommé Diego Cao découvre un vaste empire au centre de l'Afrique. Il rencontre le roi Nzinga Nkuvu un an plus tard. Ce dernier se convertit au catholicisme en 1490. C'est allé très vite, 8 ans à peine. Son petit-fils, Lukeni Loi Nzinga, fut envoyé au Portugal et devint le premier évêque africain de l'Église catholique sous le nom de Henrique. C'est donc dans un contexte de christianisation à outrance, de commerce, de traite négrière, de déstabilisation de l'État congolais et de ses mœurs qu'une jeune fille se soulève de 20 ans et puis elle décide de restaurer la monarchie dans sa légitimité. Nous sommes en 1704. On insiste sur la date. Car depuis 1678, c'est-à-dire pendant à peu près 40 ans, et ce, pendant près de 40 ans, le royaume est plongé dans une guerre civile et une guerre de succession, disons ça, parce que l'Empire du Congo, c'était plusieurs empires, on va dire, fédéraux qui s'étaient réunis autour de la capitale Mbanza Congo, qui signifiait le nœud du pays, finalement. Il n'y a pas meilleure signification pour parler d'une capitale. La capitale est abandonnée par le souverain légitime. Et c'est à sa recherche que va Timpavita. Elle tente de réconcilier les deux régents, parce qu'il y en avait deux qui se disputaient le trône. En 1706, elle met au monde un garçon, né d'une union avec son fidèle lieutenant, Jean, puisqu'ils avaient été christianisés. Les Portugais sautent sur l'occasion et la font condamner pour hérésie et sorcellerie, alors que la virginité avant le mariage ne faisait pas partie des mœurs congolaises. Elle est brûlée vive en 1706. Timpavita a payé de sa vie parce qu'elle l'avait vu juste. Elle avait compris que le christianisme ne servait aux Portugais qu'à leur commerce des choses et des êtres. Elle se revendiquait de saint Antoine, le saint qui fit vœu de pauvreté. Pour elle, Jésus était noir et né à Mbanza Congo. Elle compte encore des milliers d'adeptes aujourd'hui. C'est d'elle. C'est de cette femme qu'on va parler ce soir en compagnie, je vous la présente maintenant, de Madame Sylvia Serbin, incontournable. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est passé par cette région-là. Reine et héroïne d'Afrique, c'est le livre majeur. Hein, je tiens à donner le titre exact, c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Très bien, voilà. Très bien. On a pris un raccourci, vous nous pardonnerez. Qui était cette jeune femme, Timpavita, de 20 ans? D'où venait-elle? Quel était un petit peu le milieu dans lequel elle a grandi? Oui, auparavant, je pense qu'il faut peut-être revenir un peu sur le contexte de l'époque. Vous l'avez dit, les Portugais donc, sont installés au Congo et ils ont établi des relations surtout avec l'élite citadine et avec les dirigeants, avec le pouvoir politique. Donc, ils sont les conseillers des rois et en même temps, ils font du commerce, notamment de négrier, de la traite négrière, auquel participent malheureusement certains rois du Congo. Et pendant ce temps, la deuxième chose qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit, le royaume est très étendu et il y a énormément de princes qui dirigent leur province. Et le Portugal va jouer sur les tensions entre les uns et les autres parce que tous ces gens sont avides de pouvoir, va armer des factions rivales et diverses. Et très vite, le Congo tombe dans une guerre civile où la population se retrouve complètement désemparée. L'agriculture est déficiente, la famine, les maladies. Et le peuple ne sait plus à quel saint se vouer pendant que les princes et le roi s'amusent à guerroyer. Donc c'est dans ce climat de tension extrême qu'apparaît cette jeune fille
qui est christianisée, puisqu'elle fait partie d'une élite provinciale, puisque tous ceux qui étaient christianisés, c'était des gens de bien, d'origine Bakongo. Et donc, elle s'appelle, son nom de baptême, c'est Béatrice. Voilà, on l'appelle Donna Béatrice après. Donc, cette jeune fille, ce qui est étonnant d'ailleurs, et c'est pour ça que son personnage est intéressant, c'est de voir comment une jeune fille que rien n'avait préparée à devenir une espèce d'héroïne charismatique, se lève un jour et se dit ça suffit. Et pour justifier un peu peut-être cette volonté qu'elle a de restaurer la dignité, la souveraineté de son peuple, elle dit qu'elle a rêvé et qu'elle a eu des songes et que Saint Antoine lui est apparu en songe et que c'est elle qui a été désignée pour essayer d'obliger le roi à reprendre son pouvoir, à éloigner les Portugais qui font tant de mal au pays, et afin que le pays se réunisse et retrouve la paix. Justement, ce pays, ce royaume du Congo, il naît à peu près à partir de quel siècle? Et puis son étendue et son organisation politique, c'était quoi le royaume du Congo? Alors c'est un des plus anciennes, des plus grandes et anciennes entités d'Afrique centrale. Donc son étendue, ça englobait l'Angola d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, la République Congo-Brazzaville, voilà. Aussi Gabon, une partie du Gabon et probablement du Cameroun de la côte. Voilà, c'est possible parce que c'était vraiment des entités très importantes et qui n'avaient pas vraiment un pouvoir centralisé. Donc il y avait un certain nombre de représentants de la monarchie qui dirigeaient toutes ces provinces éloignées, parce que je me souviens plus de la superficie de l'époque, mais c'est vraiment que d'ailleurs aujourd'hui la RDC souffre aussi de cette espèce d'étendue qui fait qu'il y a des espèces de résurgence et de velléité de faire sécession un peu partout. Je ne crois pas que ce soit l'étendue de la RDC qui pose problème, mais la façon dont cette étendue est gérée. Les États-Unis sont bien plus grands. Oui, non, c'est pour dire que ce n'est pas un pouvoir centralisé par nature, hein, parce qu'il y a eu des États très centralisés qui ont su résister. Quand je vois le royaume aussi, par exemple, au Burkina Faso, qui a maintenu sa souveraineté pendant plusieurs siècles, qui est moins étendu, mais qui a maintenu sa souveraineté jusqu'à la conquête coloniale. Donc il y a certaines traditions comme ça qui font que... Ils avaient moins de richesse peut-être aussi. Oui, ils ont attiré moins de convoitises. Alors c'est vrai que, alors je ne sais pas en termes d'organisation, moi ce que je me suis laissé dire, c'est que c'était aussi un royaume très organisé. Et que les Portugais, enfin les Européens, à leur arrivée, ont été très impressionnés par l'organisation, il y a la hiérarchisation, bien qu'éclatée, bien qu'étendue du royaume, enfin de l'Empire. Et c'est ça qu'ils vont essayer justement de casser en essayant d'attiser les rivalités, en faisant distribuer des armes aux uns et aux autres. Et une fois que tous ces gens avides de pouvoir ont des armes modernes entre les mains, c'est là où la guerre civile va éclater, où les tensions vont se raviver entre les uns et les autres. Et puis il faut dire que c'était un royaume où le commerce était très développé. Vraiment, ils vivaient très prospère et qui avait énormément de richesses qui a tout de suite attiré les pays européens. On observe aussi la puissance de l'instrument de la christianisation, parce que c'est ça qui permet finalement le contact et puis de capter les esprits, de se répandre très rapidement. C'est d'une puissance. C'est d'une puissance extraordinaire. Mais comment un roi qui a reçu un étranger qui est arrivé chez lui, comment se laisse-t-il séduire à ce point pour se donner corps et âme et finalement une partie de son peuple, à tout le monde? Mais en fait, avant l'arrivée des missionnaires et du programme de christianisation, il y a eu ces premiers contacts entre les Portugais, des commerçants, des aventuriers de toutes sortes qui demandaient à s'installer, à faire du commerce avec les rois. Et c'est vrai qu'ils ont été accueillis tout de suite avec une grande fraternité. Donc ces gens-là se sont installés. Ensuite, ils ont proposé de faire venir leurs missionnaires. Et je pense qu'à l'époque, beaucoup de dirigeants africains pensaient que pour être mieux considérés par ces souverains occidentaux qui vivaient de l'autre côté de la mer, peut-être qu'en ayant la même religion, c'est le calcul qu'avait fait à un moment la reine Zinga, peut-être qu'en ayant la même religion, les échanges seraient facilités
et il nous considérait sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça, je pense que la religion catholique a commencé par les élites. Elle s'est bien développée au niveau des classes dirigeantes et dans les villes, alors que le petit peuple, les villageois, étaient plus réfractaires. Les Congolais n'ont pas, les Portugais n'ont pas eu besoin d'utiliser la force? Non, sauf les uns contre les autres. Parce que, par exemple, quand il y avait le roi qui était attaqué par un vassal, il demandait l'aide du Portugal qui envoyait ses troupes et ensuite il lui était redevable. Ceux qui nous regardent doivent se demander de quelle époque on parle. On parle bien, précisons qu'on est bien au XVe siècle. On parle bien du Congo, oui, et qu'on est bien au XVe siècle. Période qui est antérieure à 1885, absolument, la conférence de Berlin, au cours de laquelle le Congo devient la propriété du roi. Ça rappelle des choses connues. Et je voulais juste donner un exemple. On parle du roi Afonso du Congo quand il a commencé à découvrir et à lire la Bible, puisqu'ils étaient aussi alphabétisés et tout ça. Il faut remarquer aussi que c'est un des rares pays qui très tôt a envoyé ses enfants. Il y avait une école qui avait été fondée, qui a construit des écoles, des universités, qui a envoyé des enfants au Portugal dès le XVIe siècle pour être formés. Et lui, on disait qu'il était tellement pris par la lecture de la Bible toute la journée qu'il oubliait de manger et qu'il s'endormait comme ça. Donc c'est pour montrer que... Il y avait un fort goût, et il y a toujours une appétence pour la spiritualité, qui est peut-être aussi propre au continent. Regardez aujourd'hui la prolifération des sectes, pour le coup, qui en sont vraiment. Il y a un goût, une appétence pour la communication avec des forces qui nous dépassent. Et quels étaient les rapports entre ce royaume du Congo et puis des royaumes voisins qui n'étaient peut-être pas dans l'escarcelle du pouvoir central de Mbanza Congo? Disons qu'il y a surtout le royaume de Ndongo qui allait devenir l'Angola, qui était une ancienne province du Congo et qui a pris son indépendance, enfin qui s'est battu contre le roi du Congo. Et contre le Mani-Congo, et qui a réussi à gagner, à vaincre, et qui a pris son indépendance. Pourquoi? Parce que l'Angola a été le pays africain qui a été le plus saigné par la traite négrière. Et donc le Congo avait autorisé les Portugais à créer une esclaverie, comme on dit maintenant, à Luanda. Mais les Angolais eux-mêmes, enfin les gens du Ndongo, n'avaient pas eu leur mot à dire. Et quand ils ont compris que les Portugais s'installaient pour saigner leur pays, ils se sont lancés dans une résistance et une révolte qui allait durer plus d'un siècle. Mais pour revenir à Kimpavita, je pense, puisqu'on parlait de spiritualité, d'église, je pense justement qu'elle a utilisé une église pour faire passer son message. Parce qu'elle était christianisée, elle savait lire et elle a vu dans la Bible que ce qu'on enseignait, c'est-à-dire la fraternité, les belles paroles, que le Christ est tout le monde, ça ne s'appliquait pas aux Africains, que les Blancs et les missionnaires aussi faisaient des différences. Et eux-mêmes, ils participaient à l'esclavage, puisqu'ils avaient des intérêts dans des compagnies, dans des... voilà. Aussi, voilà. Donc, elle a très vite compris, et ce qu'elle a voulu faire, c'est créer une dissidence, une église africaine, mais avec un certain nombre de valeurs chrétiennes, où elle disait, il n'y a aucune raison que le Christ soit blanc, il peut être noir aussi. Et que dans le ciel, les anges ne sont pas que blancs, que nous aussi, nous pouvons devenir des anges dans le ciel. Donc, dites ça à une population en détresse et vous l'avez avec vous. Et c'est pour ça qu'elle a réussi à lancer cette croisade qui l'a menée jusqu'à San Salvador, enfin, Mbanza Congo, en 1704.